Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant et souvent mal compris. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. On s'appuie sur un extrait qui cherche justement à dépasser un peu les clichés. Oui, l'idée ici, c'est vraiment de creuser un peu plus loin que la définition de base, déconstruire certains mythes et essayer de saisir ce que ça implique au quotidien, d'après ce texte. Et d'ailleurs, le texte commence fort, avec une image, avoir 20 onglets ouverts dans le cerveau en même temps. Ça donne une idée de l'effervescence mentale, quoi. Alors, décomposons ça. Qu'est-ce que ce document nous dit sur ce qu'est vraiment le TDAH ? Alors, le point important que soulève le texte, c'est le côté neurodéveloppemental. C'est pas juste un mot savant, hein. Ça signifie que c'est lié au développement du cerveau, ça apparaît dès l'enfance et ça persiste souvent à l'âge adulte. C'est pas une phase, quoi. Et ça, c'est vraiment fondamental pour comprendre, comme le dit bien le document, que ce n'est absolument pas une question de paresse, de manque de volonté ou d'une mauvaise éducation. Non, c'est un fonctionnement cérébral différent, surtout de la gestion de l'attention, le contrôle des impulsions, l'organisation. C'est pas juste fait un effort. D'accord. Et le document parle aussi des différentes formes, hein. Inattentif, hyperactif, impulsif, combiné. Qu'est-ce qui met en lumière sur cette variété, justement ? Exactement. Plutôt que de juste lister les types, il illustre comment ça peut se mélanger, fluctuer. Par exemple, il décrit quelqu'un qui peut être physiquement agité, bouger beaucoup, et en même temps, paf, décrocher complètement si la tâche n'est pas super stimulante. Ah oui, les deux en même temps. C'est ça. C'est pas juste distrait ou agité, c'est plus complexe. L'attention dépend énormément de l'intérêt, de la nouveauté. La personne qui témoigne dans l'extrait, elle semble bien représenter cette forme combinée, avec tout ce que ça implique. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette complexité, elle est souvent écrasée par les idées reçues. Le document en démontre quelques-unes. La première, celle sur l'éducation. Ah oui, celle-là. L'idée que ce serait la faute des parents, quoi. Le texte est très clair là-dessus. C'est faux, c'est basé sur une méconnaissance totale de la nature neurologique du trouble. C'est non seulement inexact, mais en plus c'est terriblement culpabilisant, comme le dit le texte en insistant sur la base biologique. C'est clair. Autre idée reçue, ça ne concernerait que les enfants. Oui, alors ça, le document le réfute complètement. Il montre bien que beaucoup d'adultes vivent avec un TDAH, parfois sans le savoir, ou diagnostiqués très tard. Les défis d'attention, d'organisation, d'impulsivité, ils disparaissent pas comme par magie à 18 ans. Ils se transforment peut-être. Voilà, ils se transforment. Parfois, on développe des stratégies pour compenser, on apprend à faire avec, mais le trouble est toujours là. Et ça peut avoir un vrai impact sur le travail, la vie perso. Le texte suggère même que certains deviennent experts en camouflage, mais l'effort derrière, il est énorme. Et puis, il y a ce mythe de la paresse. Peut-être le plus dur à entendre, non ? Comment le texte nuance ça ? Ah oui, celui-là, il fait mal. Le document le démolit en parlant du paradoxe du TDAH. Cette capacité incroyable à se concentrer à fond, l'hyperfocus, quand un sujet passionne. L'hyperfocus, oui. C'est tout sauf de la paresse. Par contre, oui, se mettre à une tâche jugée ennuyeuse, qui demande de la planification, ou de rester concentré longtemps sur un truc répétitif, là, ça peut devenir une montagne. Presque une douleur physique, parfois. Une sorte de blocage. C'est ça, le texte décrit ça non pas comme un manque de volonté, mais plutôt comme une difficulté liée au système de récompense du cerveau, à la régulation de l'attention. C'est vraiment une lutte interne, pas un choix. Revenons à cette image, des 20 onglets ouverts. C'est fort. Au-delà de la distraction pure, comment le document décrit l'impact au quotidien ? L'image, elle dit plus que juste « je suis dispersé ». Elle évoque un bruit de fond mental permanent, un flot de pensées qui partent dans tous les sens. Difficile de se poser, de choisir quoi faire en premier, de rester dans l'instant présent. Et les conséquences concrètes alors ? Très concrètes, oui. Les oublis fréquents, c'est pas juste où j'ai mis mes clés, c'est une angoisse permanente d'oublier un truc important, une charge mentale énorme. Et puis, la difficulté à démarrer une tâche, la fameuse procrastination. Qui n'est pas de la paresse donc ? Justement. C'est souvent une forme de paralysie face à l'ampleur de la tâche ou à l'organisation que ça demande. La difficulté à estimer le temps, à passer d'une activité à l'autre. C'est un effort constant d'organisation que beaucoup de gens font sans y penser. Cet effort permanent, ça doit être épuisant émotionnellement, non ? Ah ben oui, clairement. Même si le texte se concentre beaucoup sur le fonctionnement cognitif, on le sent bien entre les lignes.
La frustration de ne pas y arriver comme on voudrait, l'anxiété des échéances, des oublis, le sentiment d'être jugé, incompris. Mais fais un effort, concentre-toi. Les fameuses phrases. Exactement. Tout ça, ça pèse, et ça explique en partie pourquoi on retrouve souvent d'autres difficultés associées, comme l'anxiété ou la dépression, dont on parlera sûrement. Oui, mais et c'est important, le document ne décrit pas que les difficultés. Il parle aussi de forces potentielles. Trouver des solutions originales, penser en dehors de la boîte, comme on dit. Le document parle aussi de spontanéité, d'énergie, parfois d'une capacité à rebondir, d'une passion très intense quand un sujet accroche vraiment. L'idée, c'est pas de nier les difficultés, bien sûr, mais de voir que ce fonctionnement différent a aussi ses atouts, souvent sous-estimés d'ailleurs. Alors, comment ce mélange de défis et de forces, comment ça se joue dans des cadres plus structurés, comme l'école ou le travail? D'après l'extrait, commençons par l'école. L'école, c'est souvent décrit comme compliqué. Le format classique, rester assis, écouter longtemps, suivre des étapes bien précises, s'organiser tout seul pour les devoirs, c'est souvent un peu l'inverse de ce dont un cerveau TDAH a besoin. Le décalage total. Oui, le document évoque bien cette image de l'enfant qui pourrait faire mieux s'il voulait. Alors qu'en fait, il livre une bataille interne pour rester concentré ou pour ne pas gigoter. L'effort est énorme, mais invisible. Du coup, ça peut entraîner des mauvaises notes, des jugements, une perte de confiance en soi, parfois même un rejet de l'école, alors que l'enfant est curieux et intelligent. Et au travail, on retrouve les mêmes problèmes? En grande partie, oui. Le texte suggère que les défis d'organisation, de respect des délais, de gestion des priorités, de concentration en réunion, de résistance à la routine, tout ça continue à l'âge adulte. Ça peut créer du stress, des difficultés professionnelles. Mais il y a une nuance, non? Oui, et elle est cruciale. Le potentiel d'épanouissement est là. Le document le dit bien. Quand la personne trouve un job qui colle à ses intérêts, qui offre de la variété, de l'autonomie, ou qui permet de travailler par sprints intenses sur des projets motivants, Là, ça peut marcher. ça peut même très bien marcher. La créativité, l'énergie, la pensée différente deviennent des atouts. Donc, l'enjeu, c'est peut-être moins de réparer la personne que de trouver le bon environnement, le bon fit. Le document soulève aussi un point important, le TDAH vient rarement seul, la comorbidité. Effectivement, c'est un aspect clé, et le texte insiste là-dessus. Le TDAH coexiste très souvent avec d'autres troubles. L'anxiété et la dépression sont citées comme très fréquentes. Ça peut être une conséquence des difficultés vécues au quotidien, de ce sentiment d'échec, ou alors il y a des bases neurobiologiques communes. C'est complexe. D'autres troubles sont mentionnés aussi. Oui, le document parle aussi des troubles spécifiques des apprentissages, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, les 10. Ça peut s'ajouter et compliquer encore le tableau. Et l'implication de tout ça, c'est quoi principalement? Le gros risque, c'est la confusion ou un diagnostic incomplet. Le texte le souligne bien. Les symptômes se mélangent. L'anxiété peut faire penser à de l'agitation TDAH. La dépression peut causer des soucis de concentration qui ressemblent au TDAH inattentif. On peut passer à côté du vrai problème? Voilà, ou l'inverse. Le TDAH non pris en charge peut générer beaucoup d'anxiété. Parfois, on va traiter l'anxiété sans voir le TDAH derrière, et du coup, ça marche pas complètement. Ou on se focalise sur un trouble 10 à l'école sans voir que le TDAH joue aussi un rôle. D'où l'importance vraiment capitale d'une évaluation complète fouillée pour bien comprendre tout ce qui se passe et aider efficacement. D'accord, alors si on guérit pas du TDAH comme le dit le texte, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les pistes pour gérer, pour vivre avec? Qu'est-ce que ça veut dire accompagner le TDAH? L'approche, elle est vraiment multiple. Le but, c'est pas d'effacer le TDAH, mais d'en limiter les aspects négatifs et, si possible, de s'appuyer sur les points forts. Le document mentionne plusieurs choses. D'abord, comprendre. La psychoéducation, c'est la base. Savoir comment on fonctionne. Mettre des mots dessus. C'est ça. Ensuite, parfois, il y a les médicaments. Souvent des psychostimulants. Ça peut paraître bizarre, mais ça aide à réguler l'attention, à réduire l'impulsivité en agissant sur certains circuits du cerveau. Le texte précise bien, c'est pas une solution miracle, mais ça peut être une béquille utile pour que les autres stratégies fonctionnent mieux. Mais à côté de ça, ou parfois sans ça, il y a tout le reste. Le texte parle des thérapies comportementales et cognitives, les TCC. Très concrètement, ça veut dire apprendre des techniques pour mieux s'organiser, gérer son temps, ses émotions comme la frustration, l'impulsivité. Des outils pratiques en somme. Oui, des outils très pratiques adaptés à chacun. Apprendre à décomposer les tâches, à planifier, à gérer les distractions, à améliorer les relations sociales si besoin. C'est un vrai apprentissage.
Le document parle aussi de l'hygiène de vie, des habitudes. Tout à fait. C'est présenté comme un levier important. Le sommeil, c'est crucial. Le manque de sommeil, ça décuple les symptômes du TDAH. L'activité physique aussi, c'est bon pour canaliser l'énergie, mais aussi pour la concentration et l'humeur. L'alimentation, équilibrée, joue un rôle. Et puis surtout, mettre en place des stratégies au quotidien. Comme l'exemple de la personne qui met plein d'alarmes sur son téléphone. Exactement. C'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle les prothèses cognitives. On utilise des outils externes pour compenser les difficultés internes. Le document suggère les agendas, les listes, les rappels visuels, les minuteurs, type Pomodoro par exemple, pour fractionner le travail. Simplifier l'environnement aussi. Oui, réduire les distractions, découper les grosses tâches en petites étapes faciles à gérer. En gros, créer son propre système d'organisation externe. Trouver ce qui marche pour soi, ça demande parfois un peu de temps et d'essai. Et pour l'entourage alors? Les proches, la famille, les collègues, qui sont souvent un peu perdus. Quels conseils donne le texte? Le document donne des pistes assez claires, oui. La base de tout, c'est la patience et l'empathie. Essayer de comprendre que les oublis, le désordre, l'impulsivité, c'est pas de la mauvaise volonté. Ça change tout pour éviter les reproches qui font mal. Et en termes de communication? Être clair, direct, concis. Une consigne à la fois. Vérifier que c'est bien compris. Utiliser des pense-bêtes visuelles si ça aide. Et puis, un point super important, valoriser les efforts et les réussites, même les petites, plutôt que de toujours pointer ce qui ne va pas. Reconnaître que c'est difficile pour la personne et encourager les stratégies qu'elle met en place. Éviter des critiques sur le désordre, par exemple. Oui, éviter de revenir sans cesse là-dessus. Ça mine la confiance. Le texte suggère plutôt de chercher et de souligner les points forts. La créativité, l'énergie, l'enthousiasme, cette façon différente de penser. Créer un climat où la personne se sent reconnue pour ce qu'elle est, avec ses défis et ses talents. Finalement, si on résume l'idée forte de ce document, c'est que le TDAH, ce n'est pas un défaut, pas un manque de volonté, mais une autre façon d'être câblé, un autre système d'exploitation, si on veut, et qu'avec de la compréhension, les bonnes stratégies, un environnement adapté, on peut non seulement gérer les difficultés, mais aussi s'épanouir en utilisant ses forces. C'est un peu ça, non? Une partie de l'identité, avec ses hauts et ses bas. C'est tout à fait ça, et ça ouvre une réflexion plus large, je trouve. Ce que ce texte nous montre sur le TDAH, ça pose une vraie question sur nos attentes, nos normes, dans la société, à l'école, au travail. Si on accepte qu'il y a une diversité dans le fonctionnement du cerveau. Comment est-ce que nos environnements pourraient évoluer pour être plus accueillants, plus adaptés à cette diversité? Au lieu de toujours vouloir ramener tout le monde vers une norme unique et de se focaliser sur comment compenser les déficits, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt concevoir des cadres qui valorisent ces différentes façons de penser, y compris celle du TDAH? Peut-être que la question, c'est pas seulement comment l'individu s'adapte au monde, mais aussi comment le monde peut mieux s'adapter à la richesse des individus.